Le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes, vous présente le 18h Écho. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cet ultime numéro du 18h Écho. 18h Écho, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Cette semaine, nous recevons Laurent Manceron. Bonjour, comment allez-vous ? Très très bien. Alors, vous êtes le big boss de Globetrotters. C'est comme ça que vous aimez vous présenter, big boss, c'est ça ? C'est en référence à notre loup qu'on voit ici, le doudou qui s'appelle Big Boss. Donc c'est un petit peu le clin d'œil sur les cartes de visite. Oui, puisque effectivement vous êtes une PME nantaise d'une dizaine de salariés qui conçoit ces drôles de petites peluches que vous avez amenées sur notre plateau, que vous avez imaginé il y a 8 ans et qui s'appellent les déglingos, c'est bien ça ? Les déglingos, voilà, et qui déglinguent encore 8 ans après. On essaye de déglinguer autant qu'on peut. Alors on verra tout à l'heure comment on grandit ces peluches depuis leur naissance et quelles sont leurs perspectives de développement. Mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence par Matériel.net. On a appris que Matériel.net était sur le point d'être racheté. Le spécialiste nantais de la vente de produits high-tech sur Internet est entré en négociation exclusive avec l'un de ses principaux concurrents, le groupe lyonnais LDLC. Le patron de Matériel.net, Jean-Philippe Fleury, que nous avions reçu sur ce plateau il y a quelques semaines, parle d'une opportunité stratégique et de forte complémentarité entre les deux entreprises. Un mariage de raisons dans un secteur en pleine concentration avec notamment le rachat de Darty par la Fnac. Être plus gros face aux géants du e-commerce, c'est donc l'un des objectifs de Matériel.net et de LDLC qui pèseront d'ici 2018 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les grandes manœuvres dans ce secteur du e-commerce, c'est quelque chose que vous suivez de près, de loin Alors, pas spécialement. On y est, nous, sur le e-commerce, à travers différents sites. Maintenant, dans le monde du jouet, c'est quand même... je ne pense pas ça prenne autant d'ampleur que sur tout ce qui est matériel informatique. Parce que vos produits ne sont pas exclusivement distribués sur Internet. Vous n'avez pas de site marchand propre, c'est ça ? Non, en effet. Pour quelle raison vous avez fait ce choix ? Pour l'instant, alors il ne faut jamais dire jamais. Ouais. C'est vrai qu'on voit comment ça évolue et plus ça va, plus les gens commandent sur Internet. Pour l'instant, c'est un choix de distribution assez sélective à travers de boutiques de jouets et de puriculture. Plutôt des boutiques indépendantes ? Exactement. Pas de grande surface ? Pas de grande surface, par choix aussi. On choisit des boutiques un peu premium. Et donc très peu sur Internet ? Ou c'est quoi la part ? On y est parce que voilà, on doit y être, mais voilà, on essaie de sélectionner un petit peu les sites avec lesquels on travaille. Alors, autre actualité de cette semaine, c'est celle de l'Institut génétique Nantes-Atlantique, l'IGNA, qui a inauguré ses nouveaux locaux à Saint-Herblain, 700 mètres carrés de laboratoire. 50 salariés y travaillent. L'essentiel de l'activité de l'IGNA, ce sont les enquêtes judiciaires, analyse ADN à partir de traces de sang ou d'empreintes digitales, et demain peut-être la généralisation de portraits robots à partir de quelques cellules retrouvées sur une scène de crime. Le laboratoire traite environ 500 dossiers par mois, chiffre d'affaires en 2014, près de 6 millions d'euros. Allez, on passe à présent à la rubrique Objectif Emploi. Objectif emploi cette semaine avec cette grande campagne de recrutement lancée par Lengo, une des pépites nantaises du web. Lengo qui propose des logiciels pour aider les e-commerçants à être plus visibles sur la toile. Cette start-up compte aujourd'hui 120 salariés, 70 à Nantes, 50 à Paris. Elle compte quasiment doubler ses effectifs en 2016. Lengo va recruter une centaine de personnes pour accompagner son développement à l'international, en Europe et en Asie. Les profils recherchés pour des contrats en CDD ou CDI, des commerciaux bilingues, des responsables marketing, des développeurs, des spécialistes de la relation client ou de la communication. Les débutants sont acceptés. La responsable RH de Lengo nous explique sa méthode pour trouver et attirer les meilleures candidatures. L'ambition de Lengo, c'est de permettre à chacun de se sentir bien au travail. On a mis en place, par exemple, des massages, des petits déjeuners le matin, des moments de rencontre, de masterclass, etc., pour permettre à chacun de se sentir bien et d'être au mieux dans la performance, puisque, bien entendu, on attend de la performance de l'ensemble de nos salariés. Nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, ce sont des profils
du numérique, passionnés par le numérique. Et notre manière d'aller les chercher, c'est d'être très présents sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, notamment Twitter. On communique énormément par ce biais-là. Aujourd'hui, ce sont des profils qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux et qui communiquent et viennent vers nous également par les réseaux sociaux. Donc on a une forte stratégie avec la communication et également l'équipe ressources humaines pour développer notre visibilité sur les réseaux sociaux. Et plus d'infos sur le site de Lengo, l'adresse suivante, lengo.workable.com. Et chez vous, chez Globetrotters, vous êtes aussi dans une phase de recrutement? Peut-être pas à cette échelle, hein, c'est un recrutement sur 2016. Non, mais on a embauché 3 personnes récemment, on va en embaucher une supplémentaire début d'année prochaine. Quel profil? Commercial. Commercial? Ouais. Donc voilà, c'est sûr qu'on ne passe pas par les sites, mais c'est vrai qu'on a recruté aussi via les réseaux sociaux, soit notre Facebook, soit LinkedIn, en passant des messages, et ça marche assez bien. On poursuit notre émission avec la séquence reportage à présent. Reportage de cette semaine à Saint-Nazaire dans un ESAT, un établissement d'aide par le travail, l'ESAT Marie-Moreau. Depuis 1 an, la petite entreprise fabrique des sacs marins à partir de voiles de bateaux recyclées. Ils sont vendus, ces sacs, sous sa propre marque, 15 marins. Pour l'instant, ce n'est pas l'essentiel de l'activité de l'ESAT et le volume des ventes est assez restreint. Mais ces sacs Made in Saint-Nazaire offrent à l'établissement une autre visibilité. Reportage Anne Judic. Dans l'atelier couture, la production des sacs en voile recyclés occupe une quinzaine d'ouvriers à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est Françoise qui achève un sac de voyage. C'est agréable de toucher tout ce qui est tissu, matière épais. J'aime bien. Cette matière, ce sont des voiles usagées provenant de dons de particuliers, de clubs nautiques ou d'une voilerie partenaire. Lancée à l'été 2014, la marque 15 Marins compte aujourd'hui 4 gammes de produits. Besace, sacs de voyage, sacs de plage et sacs marins, vendus entre 40 et 55 euros. Mais ils voulaient combien de sacs? C'était quoi de référence? C'était quoi, 2, non? On va dire que c'est une gamme de prix raisonnable. Nous, on souhaite faire des produits de qualité. Et effectivement, notre prix de revient nous permet de reverser une partie de la valeur ajoutée. On verse une rémunération aux travailleurs, aux salariés de l'ESAT, comme tout ESAT doit le faire d'ailleurs. L'activité est donc très rentable pour l'établissement, mais sa part est infime par rapport aux autres travaux de couture, de nettoyage ou d'entretien des espaces verts. En novembre, 35 sacs ont été vendus dans les 2 boutiques du centre-ville, dont celle-ci, qui est éphémère et fermera ses portes fin décembre. Bonjour. Valérie travaille à l'ESAT. Elle vient découvrir la mise en boutique. Formée à la vente, la jeune femme est très vigilante quant au placement des produits. Je voudrais te demander, est-ce que tu serait possible d'intervertir celui-là et de mettre là? Parce que du coup, justement, ça fait plus de couleurs. Là, ça fait beaucoup de blanc. Tout comme l'arrivée des beaux jours, la fin de l'année est un moment capital pour la marque. Je pense que les fêtes de Noël, justement, c'est le but, justement, c'est d'avoir un cadeau unique. Et comme on sait que chaque voile, on n'a jamais les mêmes voiles à la réception, du coup, ça donne un cachet qu'on peut avoir le même modèle, mais pas les mêmes intérieurs. Avis au Père Noël, ces sacs sont aussi en vente sur Internet. Allez, dernière séquence de notre émission avec notre invité Laurent Manceron, Big Boss, grand patron de Globetrotters, comme vous dites, créateur des peluches Les Déglingos, qu'on a ici sur le plateau. Vous avez 41 ans, vous avez fait une école de commerce, l'IPAG. Vous avez une première expérience au service export d'une société de jouets pendant quelques temps. Mais c'est peut-être votre tour du monde, un voyage autour du monde pendant 9 mois qui vous a conduit peut-être à lancer cette aventure, votre propre entreprise? Alors, ce n'est pas forcément le voyage autour du monde. Ça fait partie un peu de l'expérience que j'ai acquis et ce qui fait peut-être ce que sont les Déglingos à l'heure actuelle. Mais c'était plus suite à un licenciement que j'ai décidé de créer la société. Malgré tout, on retrouve dans le nom de la société Globetrotters, le côté Globetrotter, non? Tout à fait, Globetrotter, c'est le jeu de mots entre les jouets et le goût du voyage. C'était un peu audacieux de lancer ça, peut-être, ces peluches qui ont un look un peu particulier, peut-être dans un monde du jouet un peu lisse, de lancer ces déglingos, vous pensiez à l'époque faire preuve d'audace? Alors, il y avait de l'audace, il n'y avait pas d'études de marché. C'est vrai que j'y suis allé un petit peu au feeling avec la styliste de l'époque. Et c'est vrai qu'on nous a pris pas mal pour des fous au début. Et puis, c'est parti assez rapidement. Et c'est vrai que c'était un univers assez polissé, on va dire, avant la sortie des Déglingos. Une création en 2007, c'est ça?
Et puis il y a eu une phase où vous avez connu une forte notoriété, notamment grâce à certaines célébrités hollywoodiennes. On pense notamment à Angelina Jolie qui s'est fait photographier avec l'une de vos peluches. Ouais. Mais ça vous a fait connaître, en tout cas connaître ces peluches à travers le monde, non? Ça vous a aidé? Vous avez vu grimper votre chiffre d'affaires? Non, ça ne nous a pas aidé. C'est toujours bien pour l'image de la marque, mais c'était... En fait, j'étais surpris, c'est un distributeur qui m'appelle, dit donc, bien joué, super, la photo avec Angelina Jolie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, là, je découvre en effet qu'elle était photographiée dans différentes revues, et je vois la photo avec Big Boss qu'elle avait acheté dans un magasin à Paris pendant le tournage d'un film. Ça n'a pas aidé, non. Ça fait du bien à l'image, mais on n'a pas vu le chiffre d'affaires exploser. Ça n'était pas le cas. Alors justement, comment on fait? Parce que 8 ans après, vous êtes toujours là, vous existez toujours. Comment on fait pour développer la notoriété de sa marque? Alors, il y a évidemment le développement... Parce que j'imagine vous êtes une petite entreprise, une dizaine de salariés, je l'ai dit. Vous n'avez pas un budget communication faramineux? Alors, déjà, on développe des nouveautés, c'est très important pour faire vivre les magasins. Ils sont vraiment friands de nouveautés. Et puis après, c'est sûr que le budget pub chez nous, c'est plutôt zéro. On ne va pas investir une couve ou un quart de page dans les magazines. Donc, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de marketing, de merchandising dans les magasins. Là, on voit un extrait d'un teaser pour un projet de dessin animé, c'est ça? Bon, là, c'est un dessin animé, c'est toujours un projet. On relance la machine. On avait lancé la machine il y a 4-5 ans avec un producteur. Ça ne s'est pas passé. Et là, on relance la machine avec un producteur aux États-Unis. Puis on va essayer de faire en sorte que ça sorte. C'est pas évident, il y a beaucoup de monde sur le marché du dessin animé. Il faut se renouveler parce qu'il y a aussi un effet mode, le temps qui passe, etc. Il faut sans cesse se renouveler, vous créez de nouveaux personnages. On crée des nouveaux personnages, là il y en a 2 qui viennent de sortir. On voit l'ours Illikos, l'ours polaire Illikos là, et puis le pingouin Frigos. Il y en a 2 qui vont sortir en janvier, donc on se renouvelle sans arrêt. Vos produits aujourd'hui, on l'a dit un petit peu au cours de l'émission, sont distribués dans des boutiques indépendantes, dans plusieurs... Où exactement? En Europe, aux États-Unis? On est un petit peu partout dans le monde. On est en France via des boutiques spécialisées, comme je le disais. On est en Corée, on est au Japon, on est au Brésil, on est un peu partout, en Russie. Aux États-Unis? Aux États-Unis, on a arrêté. On essaie de retrouver un distributeur. Et donc ça peut s'arrêter aussi Ça peut s'arrêter parce que les produits ne plaisent pas à tout le monde. Après, c'est souvent une histoire de partenaires. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut trouver le bon distributeur. Le bon distributeur, souvent. Oui. On ne l'a pas dit, mais donc ces peluches sont dessinées, conçues ici à Nantes, mais elles ne sont pas fabriquées ici. Elles sont fabriquées en Asie, c'est ça? Elles sont fabriquées en Chine, oui, comme 99% des jouets, je pense. C'est un peu impossible d'imaginer que ces produits soient totalement fabriqués ici en France? En France, oui, parce qu'il y a beaucoup de tissus, beaucoup de coutures, même main, parce qu'on a des coutures à main. Maintenant, en Europe, pourquoi pas? Parce que je crois qu'en Roumanie, maintenant, le coût d'un travailleur coûte moins cher qu'un ouvrier qualifié en Chine. Donc, on pourrait, mais il n'y a pas le savoir-faire non plus. Donc, il faut qu'il y ait le savoir-faire. Parce que vous avez 3 personnes, c'est ça, qui travaillent pour vous en Chine et qui, on a un bureau, oui, tout à fait. Et qui contrôlent en fait la production sur place, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça se passe comme ça. Et qui contrôlent les usines. On a des personnes dans l'usine principale avec une chaîne de production dédiée. Voilà, donc ils vont d'usine en usine vérifier la qualité, faire les contrôles nécessaires. Aujourd'hui, quels sont vos projets à court terme pour le développement de votre marque? Alors, je suis de nature, je n'ai pas du tout des plans sur la comète. Je peux vous dire où je serai dans 3 à 5 ans, où on sera. On avance, on crée des personnages. On n'a pas d'ambition de se dire, tiens, on va atteindre tant de chiffre d'affaires dans... On avance, on se fait plaisir. Surtout, on s'amuse. Donc, c'est vraiment le leitmotiv de la société. On s'amuse, on crée un déménagement bientôt, je crois. Alors, on prévoit de déménager parce qu'on est un peu à l'étroit dans nos bureaux et dans notre entrepôt. Et ça, donc, c'est une bonne nouvelle. De regrouper les deux. Alors, on sera plus nantais, on sera à Orvaux, a priori. Juste donc, à côté.
Mais voilà, Nantais de cœur, évidemment. Enfin bon, c'est Nantes, ça reste Nantes. D'accord. Donc, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Vous restez les pieds sur terre en attendant la suite. Exactement. Merci en tout cas, Laurent Masseron, d'être venu nous parler de Globetrotters et puis de cette formidable aventure des Déglingos. 18h Éco, c'est à retrouver bien sûr sur le site internet de Télé Nantes. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission en 2016. À bientôt sur Télé Nantes. Le 18h Éco vous a été présenté par le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes.